Merci beaucoup Christophe et bonjour à tous pour ce DNAD bonjour à tous pour ce DNAD sur le nouveau contrôleur 9008. Euh, Avant de commencer, on va faire un petit point sur le choix du nom Catalyst dans une gamme Wi-Fi. Vous savez, chez Cisco, on a une gamme depuis le début qui s'appelle Aeronet. On a des noms qui étaient très marqués Wi-Fi sur la gamme. Et en fait, on a eu besoin d'avoir un changement assez important dans les architectures et notamment dans le software pour pouvoir adresser les nouveaux challenges. Donc, si je reviens un peu en arrière, le Wi-Fi, on a démarré par une technologie qui n'était pas à fort débit, qui avait du mal à prendre la densité, mais qui était parfait pour optimiser notamment des process métiers. On se souvient tous de l'explosion du nombre de scanners qui permettaient de lire les codes barres et ainsi optimiser la logistique, les entrées-sorties dans les usines, etc. Et au fur et à mesure, les débits ont augmenté. Et en même temps que ces débits ont augmenté, les usages se sont multipliés. Les applications, plus d'applications ont circulé, plus d'utilisateurs se sont connectés au Wi-Fi. Et au fur et à mesure, en fait, l'importance du Wi-Fi et sa criticité a augmenté. Avec, à mon sens, un pic avec l'arrivée du 11AC Wave 1 et Wave 2, où on est arrivé à un état, un statut où le Wi-Fi était au moins aussi important que le LAN, à la fois dans ses usages, puisqu'on fait circuler n'importe quel type d'application aujourd'hui, même des applications basées sur du multicast. On y a ajouté même des applications, des usages métiers en exploitant les données du Wi-Fi. Je pense notamment à la géolocalisation et avec des débits qui sont, voilà, où on a atteint le giga et voire même au-delà. Donc le Wi-Fi est devenu ultra critique et voilà, ça a été un moment où il fallait prendre un peu de temps, repenser le design réseau, positionner mieux les AP, repenser l'usage. Et finalement, cette tendance-là continue. Le Wi-Fi est extrêmement important. Je rappelle que c'est vraiment dans l'arrivée du Wave 1, Wave 2 qu'on a vu en fait à la fois l'explosion du nombre de devices avec l'arrivée extrêmement massive de smartphones et de tablettes. Sur les laptops, la disparition de la carte Ethernet a fait que les utilisateurs ont utilisé le Wi-Fi comme premier moyen de connexion. Donc pour moi, ça, c'est une étape assez importante. Et on continue dans cette tendance-là, ça devient de plus en plus important et on a une augmentation de débit, notamment avec le 11AX. Sauf qu'on veut aller plus loin encore et on veut avoir une architecture qui soit finalement unique dans la manière dont on va pousser des politiques. Donc, ce qu'on a vu, les policies, faire plus de segmentation, plus d'opérations, rendre un réseau complètement modulable. Et à la fois, quand je parle de réseau, c'est LAN et Wi-Fi en tant qu'une seule et unique entité, et également dans les opérations. Et cette phase-là a fait qu'à un moment donné, on devait faire quelque chose au niveau du contrôleur Wi-Fi et entrer finalement le Wi-Fi dans la même stratégie software que sur le LAN et également sur le routage. Et on a basculé le système d'exploitation de nos contrôleurs sur iOS XE. L'objectif étant d'afficher, donc déjà d'un point de vue opération, d'avoir le même environnement de configuration, et d'un point de vue développement applicatif, une homogénéisation d'ailleurs des outils embarqués dans le système d'exploitation, de métrologie, etc., et également exposer les mêmes API, notamment pour ces opérations, pour l'automatisation d'un côté, et également pour récupérer les informations et avoir une meilleure visibilité de ce qui est en train de se passer. D'où iOS XE sur le contrôleur et d'où le nom Catalyst 9000 maintenant qui correspond à toute la gamme de switching et à la gamme de wireless puisque nos AP et le contrôleur Wi-Fi s'appellent également Catalyst 9000. Donc maintenant, on a un alignement de l'operating system, ce qui nous permet d'avoir un alignement dans les opérations et vous allez voir dans certaines choses que je vais montrer, on est exactement dans les mêmes fonctionnalités que ce qu'on offre sur le réseau filaire et une simplicité de développer des applications et d'automatiser le réseau puisque finalement, on va parler le même langage avec les mêmes outils et les mêmes interfaces. Voilà, c'était un petit peu d'histoire pour expliquer un peu cette volonté de tout appeler, ou cette nécessité même, j'allais dire, de prendre une gamme complète et de l'homogénéiser déjà par le nom, mais aussi par la technologie et le software. Maintenant, je vais me focaliser un peu sur le pourquoi. Le Catalyst 9008, quel est l'intérêt de ce nouveau contrôleur sur le réseau, à la fois dans son portfolio,
Donc là où historiquement on avait l'habitude de dire voilà, on va vous présenter un portfolio hardware de contrôleurs, là j'ai enlevé volontairement la partie hardware. Vous allez voir que l'un des premiers intérêts du 9008, c'est déjà dans son portfolio la flexibilité qu'on a pour répondre à tous les types d'architecture possibles. Et après, on va rentrer dans les fonctionnalités, les points que j'ai voulu mettre en avant. Alors il y a énormément de choses à dire, hein, mais vous savez, je suis assez bavard, donc je me suis focalisé sur 3 piliers qui sont la disponibilité, la sécurité et l'ouverture. Donc, on ira plus dans le software et dans des fonctionnalités clés. Et enfin, un chemin de migration. Ça a été compliqué de choisir comment j'allais montrer finalement cette migration et j'ai fait le choix de partir sur un scénario parce que dans ce chemin de migration et dans le scénario que je vais prendre, qui n'est pas forcément le plus favorable, ça va permettre de mettre en avant certains leviers qui sont très utiles pour la migration et de voir un peu ce qu'on a essayé de faire pour finalement aborder, faire rentrer ce 9008 dans l'architecture le plus efficacement possible. Donc, on va d'abord s'attarder un peu sur le portfolio. Pas mal de changements par rapport à ce qu'on connaissait dans la gamme, dans son form factor et dans les capacités de déployer ce nouveau produit. Enfin, nouveau, maintenant, il n'est plus très nouveau. Donc, je vais d'abord parler du hardware et après, je parlerai de la partie soft et d'autres types de déploiements qu'on va pouvoir faire avec ce 9008. Donc, le premier format qu'on va grosso modo positionner en face d'un 3504 pour ceux qui connaissent, donc un petit format desktop sur ce contrôleur-là, avec un scale qui est quand même assez impressionnant. Hein, par défaut, 250 AP, 5000 clients, 5 Go de trafic. Il y a une licence qui permet de doubler ce scale. Voilà, c'est un petit contrôleur, on peut en mettre 2 sur un rack unit pour la haute disponibilité. Et donc, vous avez 2 modèles sur cette plateforme, une avec des uplinks cuivre et l'autre avec des modules, des uplinks optiques. Deuxième format, là où on tape dans un scale beaucoup plus grand, plateforme hardware, 2000 AP, 32 000 clients, 40 Go, c'est le 9008-40, qu'on va naturellement positionner en face d'un 5520. Et du coup, on voit le passage du 9008 apporte un gain assez significatif sur le scale. Le débit, on fait x2 par rapport à un 55-20, on passe de 20 à 40. Au niveau du nombre de clients, ce qui est vraiment un point extrêmement essentiel aujourd'hui dans les design Wi-Fi, c'est le nombre de clients qu'on va connecter. On passe de 20 000 à 32 000 et en nombre d'AP de 1500 à 2000. Donc plutôt une plateforme qu'on va positionner face à un 55-20. Et donc le plus gros des contrôleurs hardware que l'on ait, qui est le 9008-80, où là on va retrouver exactement le même scale que ce que je positionnerai en face, c'est-à-dire un 85-40, 6000 AP, 64 000 clients. Par contre, on fait x2 en termes de débit, et typiquement pour absorber les débits qui vont augmenter par notamment l'arrivée du 11AX dans vos réseaux. Petite particularité sur ce contrôleur, vous avez la possibilité d'ajouter un network module. Donc par défaut, vous avez 8 x 10 Go. Si vous voulez exploiter les nouvelles interfaces qui sont proposées par les switches, Catalyst 9000, hein, pour rappel, on apporte des nouveaux débits et jusqu'aux 100 Go sur les 9005, vous pouvez par exemple mettre un network module 100 Go sur le 9008 pour avoir qu'un seul câble et le connecter directement par exemple sur le cœur ou sur un service node dans le data center. Autre point que j'ai pas mis là, par rapport à la gamme précédente, où un 5520 et un 8540 étaient basés sur du hardware, hein, sur un format serveur. C'était un serveur avec un ASIC en carte PCI Express. Donc un modèle un peu hybride, on revient dans un modèle appliance. Donc en termes de profondeur, par exemple, sur les contrôleurs, de mémoire, un 9008-40 est moins profond qu'un 5508. On revient sur des modèles appliance et du coup plus facile à déployer sur des baies réseau. Donc voilà, c'est aussi une des différences par rapport à ce qu'on avait fait sur la gamme précédente. Maintenant, je vais basculer dans le monde du soft et notamment dans ce qu'on va appeler en fait les déploiements cloud. Donc ça correspond à une référence qu'on appelle le 9008-CL, CL pour cloud. Et on a 2 types de déploiements. Le private cloud qui correspond finalement à déployer une VM. Et le public cloud, qui est il y a une petite typo sur mon slide, où la capacité de déployer un 9008 sur un cloud comme Amazon ou Google.
Et premier gros avantage du 9008 en tant que machine virtuelle sur un déploiement private cloud, c'est son niveau fonctionnel. C'est-à-dire que là où historiquement, sur le monde ROS, donc l'operating system qui correspond au contrôleur de même génération que le 5520, etc., on avait la possibilité de déployer également en VM et on avait des contraintes, des limitations fonctionnelles et d'architecture même. Aujourd'hui, le 9008 en version VM supporte les mêmes fonctionnalités qu'une appliance. Donc, vous allez retrouver la haute disponibilité avec du SSO. Vous allez pouvoir configurer vos AP dans le mode que vous souhaitez, c'est-à-dire soit purement centralisé, c'est-à-dire que l'AP est complètement gérée par le contrôleur et le trafic remonte complètement par le contrôleur, donc à travers la VM, ce qu'on appelle le local mode, soit en mode Flex Connect, soit en mode SDA. Donc, en fait, cette VM supporte tous les types de déploiement. Et avec le scale qui correspond au scale du plus gros contrôleur qui est le 9008-80. Donc, on a une flexibilité incroyable maintenant avec cette version de VM. Et typiquement, si vous voulez vous faire la main sur le 9008, vous former sur ce nouveau contrôleur, vous le déployez, vous le mettez en VM et vous pouvez déjà jouer avec. Si vous voulez faire de la pré-prod, la version VM est toujours plus simple à utiliser. Et bien évidemment, on a beaucoup de déploiements qui sont en production aujourd'hui basés sur des VM. Donc, c'est un mode de déploiement qui est assez intéressant puisque moins limitatif. Il faut juste garder en tête que c'est du soft. Donc, en termes de débit, vous n'atteindrez pas les 80 Go comme un 9008-80. Mais voilà, vous avez toute cette flexibilité-là et la richesse fonctionnelle directement sur une VM. Et si je fais le parallèle avec le VWLC, donc le contrôleur virtuel basé sur ROS, on voit qu'il y a une énorme différence. À la fois en termes de débit, mais surtout en termes de fonctionnalité, puisque finalement, on n'a pas de limitation fonctionnelle sur cette VM. Autre déploiement qui là est complètement nouveau dans notre portfolio, finalement, c'est le déploiement de ce contrôleur dans un public cloud. Donc, alors cloud, c'est un grand mot, donc j'ai voulu mettre ce slide. On est dans l'infrastructure as a service. Si vous avez besoin du service du contrôleur Wi-Fi 9008, vous allez chez votre cloud provider préféré, vous allumez l'instance 9008 et après vous retrouvez l'intégralité de l'environnement du 9008. Comme on est dans un public cloud, on va y poser quelques limitations et notamment le fait que quand on déploie le 9008 dans ce mode-là, donc c'est dispo dans les marketplaces, le déploiement est automatisé, on va travailler dans un mode Flex Connect, uniquement Flex Connect. L'idée, c'est de ne pas remonter le trafic sur les cloud providers pour ne pas avoir de surprise, notamment sur la facture. Donc, les AP vont fonctionner en Flex Connect, le trafic sera switché localement sur votre site distant. L'authentification par défaut va être effectuée par le 9008 vers votre radius, par exemple ISE. Par contre, si vous perdez le lien vers votre 9008, le lien WAN qui tombe par exemple, à ce moment-là, en backup, ça sera l'AP FlexConnect qui va générer l'authentification. C'est un mode de backup qui existe sur FlexConnect depuis pas mal de temps. Le 9008 étant instancié dans un VPC, il ne faut pas oublier de gérer la connectivité entre votre site distant et votre VPC. Et donc, c'est typiquement assez simplement un tunnel VPN à monter entre votre branch et ce VPC pour bénéficier du 9008. On est dans un mode purement Flex Connect et au niveau de la haute disponibilité, on est en N+1, on ne supporte pas le SSO. Ce qui n'est pas forcément gênant puisque dans le mode Flex Connect, l'AP est assez autonome et on a des fonctionnements de redondance qui sont déjà embarqués dans l'AP pour pouvoir fonctionner même si le contrôleur n'est pas joignable. Donc voilà, donc on a commencé par AWS et très récemment on a intégré Google dans cet écosystème. Autre type de déploiement qui est spécifique aujourd'hui sur SD Access, la capacité d'instancier ce même 9008 directement sur un switch, 9003 ou 9005. Et du coup, c'est assez intéressant quand on est dans une stratégie de déployer SD Access et d'avoir finalement une fabrique sur différents sites. On va avoir des gros sites et on va avoir des sites un peu plus petits. Et plutôt que de déployer soit une VM en espérant avoir des ressources de compute locales ou alors du hardware,
Ce qu'on est capable de faire en fonction du scale, hein, c'est directement prendre le switch, donc soit un 9003, soit un 9005, et d'instancier le 9008. Et on allume le service de contrôleur Wi-Fi sans ajout particulier de hardware. Et DNA Center, d'ailleurs, va vous aider à déployer ça de manière complètement transparente. Donc, nouveau type de déploiement. Là, pour le coup, c'est complètement nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que, pour les anciens, avec Converge Access. C'est juste qu'on va avoir, dans un environnement sécurisé, le code 9008 qui va tourner à l'intérieur du 9003 et du 9005. Et autre modèle de déploiement que vous connaissez sûrement, c'est la capacité d'instancier le 9008 directement dans des AP. Dans un mode ROS, dans un monde ROS, donc dans l'ancien operating system, on appelait ça Mobility Express. Chez Cisco, quand on change la techno, on change le nom, et du coup Mobility Express pour les AP 11AX s'appelle Embedded Wireless Controller, EWC. Mais le fonctionnement est exactement le même. C'est un 9008 qui va tourner dans une plage mémoire particulière de l'AP et effectuer le rôle de contrôleur. Et vous avez ici dans le panel ici les différents scales en fonction de vos AP. Donc finalement, un des points forts, alors j'ai passé rapidement parce que je ne veux pas passer non plus trop de temps sur les form factors, mais un des premiers points, un des premiers avantages du 9008, c'est sa flexibilité. De manière globale, on a augmenté le scale des plateformes, que ce soit en VM ou en hardware, on est capable d'aller jusqu'à 6000 AP sur une instance et 64 000 clients. Mais on a plein de types de déploiements possibles aujourd'hui, que ce soit en soft, que ce soit en hardware ou que ce soit en mode hybride, c'est-à-dire qu'on va aller pousser finalement ce bout de soft sur des plateformes hardware comme un switch ou une AP. Et surtout l'arrivée du public cloud, puisqu'on nous l'avait pas mal demandé également. Aujourd'hui, en fait, on a juste sur le form factor déjà une capacité à pouvoir répondre à tous les nouveaux enjeux et les nouveaux designs que nos clients doivent aborder. Maintenant, on va s'attarder un peu plus sur les fonctionnalités. Donc encore une fois, je n'ai pas le temps de vous expliquer tout ce qu'on pourrait faire avec le 9008. Donc, j'ai décidé de partir sur 3 axes qui sont la disponibilité, la sécurité et l'ouverture. Donc, on va passer en revue quelques fonctionnalités avant de prendre un peu plus de temps sur la migration. Sur la partie disponibilité, le premier point, c'est que si vous connaissez, si vous avez des 5520, des 4540, enfin, des 3504, si vous connaissez notre portfolio, vous allez retrouver le même type de déploiement sur le 9008. Donc, vous avez deux choix pour redonder un contrôleur, soit un modèle de déploiement en N+1, soit en SSO. Le modèle N+1, c'est finalement installer ou démarrer plusieurs contrôleurs et dire aux AP la liste des contrôleurs de différentes manières. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais une AP, du coup, va connaître 2 ou 3 contrôleurs. Et si elle a un primaire, donc elle va d'abord se connecter sur son primaire, et si elle perd le primaire, elle ira sur le secondaire. L'intérêt, en fait, de cette architecture-là, c'est qu'on n'a pas de contraintes très particulières entre les contrôleurs. Vous pouvez les connecter via L3. D'ailleurs, il n'y a pas trop d'échanges à avoir entre ces contrôleurs-là, ils sont juste actifs. Par contre, la bascule d'un contrôleur vers un autre contrôleur, si mon AP perd le contrôleur primaire, elle doit tomber son tunnel CAPWAP. Si on est dans une AP en local mode, c'est-à-dire que tout est fait par le contrôleur Wi-Fi, à la fois la data et la gestion complète, mais comme on tombe le tunnel CAPWAP, les SSID tombent et donc les clients vont se déconnecter. Le temps de faire un join sur le contrôleur numéro 2, de reprendre sa configuration et de réallumer le service pour que les utilisateurs se reconnectent. Donc, il y a un impact de quelques secondes en fonction de votre topologie. L'autre point du N+1, c'est que vous êtes à la charge de la synchronisation des configs des différents contrôleurs. C'est-à-dire que comme ce sont finalement des contrôleurs indépendants, si vous changez une configuration ou si vous allumez un SSID, en tout cas configurer un SSID sur un des contrôleurs, il faudra bien veiller à faire la même config sur le contrôleur 2 ou le contrôleur 3. Et c'est là où DNA Center, par exemple, peut vous aider, ou la programmabilité sur ces contrôleurs pour vous assurer qu'il y ait une bonne synchro en termes de configuration. En face, le modèle SSO, qui est le modèle de haut dispo le plus abouti, où là, en fait, on va prendre 2 contrôleurs et on va les monter en cluster.
Donc, on va avoir une synchronisation complète des configurations, des états des clients, des états des AP, des états des services également. Et ils vont ce cluster va partager une seule adresse IP. Ce qui fait que si je perds un contrôleur, notamment l'actif, mon AP de toute façon ne connaît qu'une seule adresse IP qui est mon cluster. Le standby prend la relève. Il n'a aucun besoin de synchroniser de réapprendre quoi que ce soit puisqu'il est complètement synchronisé avec l'actif. Donc, il va tout de suite prendre le cap WAP, continuer la session des utilisateurs et continuer à faire le boulot, grosso modo. Donc, le switchover est complètement stateful, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun impact ni pour les AP ni pour les clients. À chaque Cisco Live, je fais partie du NOC depuis 5 ans, à chaque Cisco Live, on force un switchover pendant la prod pour s'assurer que notre cluster fonctionne bien et qu'on n'a pas de problème. On a encore fait cette année un switchover avec 17 000 clients connectés sur les contrôleurs et on n'a perdu aucun et personne n'a vu d'impact en termes de trafic. Donc, le modèle le plus abouti est pas nouveau. Chez Cisco, on a une expérience dessus depuis pas mal d'années. Et donc, on a perduré cette fonctionnalité-là, bien évidemment, sur le 9008. La simplicité du SSO, c'est que comme c'est un cluster, vous n'avez pas à vous soucier de la synchronisation de quoi que ce soit, puisque dès que vous allez faire une modification, dans tous les cas, la synchronisation entre les contrôleurs va fonctionner. D'un point de vue déploiement, il faut un niveau 2 entre les deux contrôleurs. Donc voilà. Rien de nouveau, je voulais juste repositionner un peu ces deux types d'architecture, puisque je vais vous parler maintenant des nouveautés. Et en tout cas, donc on a travaillé depuis pas mal de temps chez Cisco sur les situations, j'allais dire catastrophiques, dans des choses qui ne sont pas prévues, qui est notamment soit la perte d'un lien, donc le lien entre l'AP et le contrôleur, ou soit la perte complète d'un contrôleur, un crash de data center, des coupures de courant, etc. Et le N+1 et le SSO vont répondre à ces problématiques-là. Donc le 9008, bien évidemment, répond aussi à ces événements-là. Et ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est de travailler maintenant sur des opérations qui peuvent impacter la prod, et notamment les mises à jour. La mise à jour est un sujet assez lourd. Il faut bien le préparer avant de se lancer dans un process. Et là où on avait une approche assez one-shot sur ROS, donc la mise à jour à un moment donné, c'était on met à jour tout le monde à un instant T. Vous allez voir qu'on a beaucoup plus de flexibilité aujourd'hui sur le 9008. Et vous allez voir aussi qu'en termes d'opération, finalement, le fait d'arriver sur iOS XE fait que les opérations qu'on a l'habitude de faire sur un switch pour les mises à jour, on va les retrouver exactement à l'identique sur le 9008. Il y aura des spécificités par le fait que le contrôleur gère des AP, mais que ce soit dans le CLI, que ce soit dans les différentes fonctionnalités et dans les étapes, on est exactement dans le même modèle. Donc, vous voyez qu'on converge bien les opérations entre le LAN et le Wi-Fi pour avoir finalement un modèle opérationnel unique sur une architecture campus. Donc, on va regarder un peu plus dans le détail. Et première chose, c'est travailler sur l'architecture N+1 pour faire en sorte qu'on soit le moins disruptif possible, le moins bloquant possible dans les opérations. Comme je le disais tout à l'heure, dans le N+1, quand j'ai une API qui est attachée sur le contrôleur 1, si je la bascule sur le contrôleur 2, ça peut être impactant pour les utilisateurs. Et du coup, le N+1 était un des moyens de faire des mises à jour, et du coup, il fallait faire des bascules complètes de sites. En général, on travaillait par site, et donc on avait un impact où on devait potentiellement déconnecter les utilisateurs. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a retravaillé un peu ce modèle-là, et ce qu'on s'est dit, c'est je vais avoir deux contrôleurs, donc que je vais mettre au sein du même Mobility Group en N+1. Il n'y a pas de le Mobility Group, vous pouvez le montrer à travers un nuage L3, ça pose pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est que mon secondary contrôleur qui n'a pas d'AP, je vais le passer en N+1. Donc je vais arriver sur ma version 2 et je garde mon primary. Donc ça, à un instant T, au démarrage de la mise à jour, j'aurai donc mon primary qui est en version initiale. Je n'ai pas encore fait quoi que ce soit sur le réseau. J'ai préparé finalement mon N+1. Donc encore une fois, vérifiez bien que toute la configuration est prête aussi, que tous les SSID sont prêts pour prendre en charge les nouvelles AP. Et plutôt que de prendre tout et de le basculer sur le contrôleur numéro 2, ce qui va impacter les utilisateurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur une information qu'on a depuis que les contrôleurs Wi-Fi existent chez Cisco, qui est le voisinage. À savoir que
quand vous avez une AP qui se connecte sur un contrôleur, quel qu'il soit, un contrôleur Cisco, les AP, assez régulièrement, envoient un message de voisinage à un data rate particulier, à une puissance particulière, hein, tout est bien cadré là-dessus, et en gros, elle s'annonce. Donc, une AP va s'annoncer, je suis AP1, et elle va s'annoncer d'une manière très précise, ce qui fait que les AP voisines qui entendent ce message disent au contrôleur, tiens, j'ai entendu AP1 et je l'ai entendu à telle puissance, à tel RSSI. Le RSSI, finalement, est une distance en Wi-Fi. Ce qui fait que le contrôleur, en récupérant les informations de toutes les AP, est capable de faire sa propre topologie, de comprendre comment est déployé le réseau Wi-Fi au sein de l'entreprise, sans avoir à faire de carto, sans rien avoir à faire, c'est complètement automatique. Ce système-là permet notamment à RRM de fonctionner, donc pour l'affectation des canaux, l'affectation des puissances, et pour plein d'autres fonctionnalités qui sont supportées par RRM, donc la gestion automatique des radiofréquences, on va utiliser en fait cette cartographie, cette topologie qui est créée automatiquement. Ce qu'on s'est dit, c'est que cette topologie que le contrôleur a, mais on peut s'en servir aussi pour se dire qu'on va faire des mises à jour et plutôt que de le faire en one shot, c'est-à-dire tout basculer d'une version 1 à une version 2, on va prendre un pourcentage de ces AP et le process de migration, plutôt que de le faire en une fois, je vais le faire par cycle. Et donc, je vais dire que je vais mettre à jour l'ensemble de mes AP en plusieurs cycles et chaque cycle impactera un certain pourcentage d'AP. Donc 5, 15 ou 25%, vous avez toujours la possibilité de tout faire en one shot. Et si vous dites 25% par exemple, basé sur les messages de voisinage, le contrôleur va commencer à définir des groupes pour séquencer les cycles. Et une fois que ces groupes sont créés, on va pouvoir commencer à faire une bascule la moins impactante possible vers le contrôleur numéro 2. Donc, on lance le process sur le primary. On va pré-downloader le firmware sur toutes les AP, parce que ça, on peut le faire en prod, hein, c'est pas nouveau, c'est juste, on va pousser le firmware sur les AP. Et on va lancer le cycle, le premier cycle. Et donc, le premier groupe va être basculé sur le contrôleur N+1. Le firmware étant déjà dans l'AP, en fait, c'est juste un reset qu'il y a à faire pour booter sur le firmware numéro 2. Et après, on passe au cycle numéro 2 et après, on passe au cycle numéro 3. Le fait de faire ça, ça permet, pendant le process de mise à jour, d'assurer une couverture. Donc, le fait de, par exemple, si vous voulez vraiment ne pas impacter le Wi-Fi, à ce moment-là, vous prenez que 5%, vous aurez plus de cycles, et du coup, vous aurez au moment de la bascule une diminution en termes de capacité, parce qu'il y a des cellules qui vont disparaître pendant un court instant. Par contre, la couverture sera assurée par toutes les AP voisines. Donc, on va continuer à conserver la connectivité. Comme on est en N+1, la bascule d'une AP d'un contrôleur vers l'autre va couper en fait la session pour l'utilisateur. Donc, avant de basculer les 5% d'AP du contrôleur 1 vers le contrôleur 2, les AP du cycle qui ont été sélectionnés vont envoyer un message 802.11v au client en disant « Je serai toi, j'irai plutôt sur cette AP qui est une AP voisine qui ne correspond pas à mon cycle. » Et si de toute façon le client ne prend pas en compte ce message 11v, on enverra un message de désauthentification sur les clients, histoire de couper la session correctement. Et après, l'AP bascule sur le contrôleur numéro 2, elle bascule son firmware sur la V2, elle redélivre le SSID, et comme les deux contrôleurs sont dans le même mobility group, on assurera le roaming entre les AP qui seraient sur le primary et les AP qui sont sur le secondary. Donc, c'est tout un système qui est orchestré, qui est entièrement basé sur les messages de voisinage, mais qui permet, pendant toute la phase de migration, de continuer à fournir de la couverture et donc de la connectivité à mes utilisateurs. Et en fonction du pourcentage d'AP que j'ai demandé par cycle, j'aurai une diminution plus ou moins forte de la capacité, de la densité, du nombre de cellules que je vais apporter sur ma couverture. Donc, très intéressant puisque dès le niveau N+1, on met en place un process pour simplifier les mises à jour. Et retenez bien ce système parce qu'en fait, finalement, vous allez voir, on va l'utiliser plusieurs fois par la suite. Vous avez une option d'ailleurs dans ce système-là, dans cette méthode de migration, c'est le fait de pouvoir rebasculer. C'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous souhaitez remettre toutes vos AP sur le primary contrôleur, à ce moment-là, vous avez une option, c'est une coche à mettre sur l'interface graphique du 9008 pour qu'une fois que toute la mise à jour soit faite,
De la même manière, par cycle, on va rebasculer les AP sur le primary. Ce qui fait que d'un point de vue opération, à la fin de la mise à jour, quand tout est arrivé en version 2, il n'y a pas de changement et quand une personne aura à se connecter, elle ira bien sur le primary pour voir ses AP. Donc c'est une option, mais je pense qu'elle est assez utile. Donc ça, c'était pour le modèle N+1. Donc déjà, la mise à jour simplifiée dès une architecture N+1. Maintenant, si on est en cluster, on va aller un cran au-dessus au niveau de la facilité de mise à jour et on introduit très récemment, en fait, on a introduit la fonction d'ISSU. Donc, In-Service Software Upgrade, la capacité de mettre à jour les contrôleurs à chaud. Et notamment, cette fonctionnalité-là est disponible sur le cluster SSO. ISSU qui est également disponible sur 2.9005 qui sont montés en Stackwise virtuel. Donc, dans la partie switching, on a ISSU. Si vous avez un châssis avec dessus, vous pouvez faire un ISSU. Et finalement, dans le CLI et dans les opérations, c'est exactement le même modèle. Donc, encore une fois, mutualisation des opérations sur le réseau. On va avoir du SSO comme sur nos switches. On va avoir de l'ISSU comme sur nos switches. Donc, on va avoir tout un programme de haute disponibilité à la fois en 4 pannes et à la fois sur les opérations sur mon réseau de campus, indépendamment filaire ou sans fil. Comment ça fonctionne? Alors, je vais vous montrer juste après. Comme la version Private Cloud du 9008 est ISO fonctionnalité avec les appliances, finalement, on a à disposition ISSU quand même sur une gamme, sur un portfolio assez large, sur les plateformes hardware et sur les VM. Ce que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs, c'est que sur les VM, on supporte VMware, KVM et Hyper-V, donc on aborde bien la virtualisation sur ces plateformes. Alors, comment ça fonctionne? À part quelques détails qui sont particuliers au fait qu'on parle d'un contrôleur Wi-Fi, à un moment donné, il faut se soucier des bornes. Ce slide-là pourrait être le même pour un switch. Par exemple, si je prends un châssis 9004 avec 2 SUP, par exemple, j'aurai exactement le même principe, si ce n'est que là, à un moment donné, le contrôleur va devoir se charger de la mise à jour des AP. Donc, je démarre sur mon process ISSU. Je démarre donc je suis en cluster SSO, donc j'ai un active et un standby. Tout est synchronisé, tout est opérationnel. J'ai une adresse IP qui est partagée pour mes admins et mes AP ne voient qu'un seul contrôleur. Je vais lancer le process. Donc, la première étape du process, c'est d'aller uploader le soft sur l'active, puisque c'est lui qui va gérer l'admin. Donc, le soft arrive d'abord sur l'active et l'active, automatiquement, va aller pousser ce code sur le standby. Une fois que le code est installé sur le standby, on va rebooter le standby pour le faire basculer en V2. Pendant ce temps-là, je vais demander également à pré-downloader la version 2 du firmware sur mes AP. Donc ça, on peut le faire n'importe quand, encore une fois, c'est juste aller pousser du code sur les AP. Il n'y a aucune opération réelle sur le réseau qui pourrait impacter mes utilisateurs. Une fois que mon standby a rebooté, on est en V2 encore une fois sur le standby et on est en V1 sur l'active. Et pourtant, la première chose qui va se passer, c'est que le cluster va remonter. C'est-à-dire que c'est déjà une des particularités, c'est qu'on va remonter, et ça c'est une première sur la gamme UEFI, on va être capable de remonter ce cluster SSO quand bien même mes deux contrôleurs ont deux releases différentes. Et c'est ce qui va se passer. Et une fois que le cluster est bien remonté, que tous les états sont bien synchronisés, je vais être capable de faire le switchover. Donc, je vais basculer mon active en standby, et donc il est toujours en V1, mais maintenant en standby, donc il n'aura plus rien à faire en termes de gestion de mes AP et des utilisateurs. Et par contre, mon ancien standby passe en active et lui tourne en V2. Et là, j'ai toujours mes AP qui sont toujours en V1 et qui ont, dans leur mémoire, prêt à booter en fait la V2. Donc, c'est déjà une particularité, c'est d'avoir finalement à un instant T un cluster qui tourne sur deux versions différentes. Maintenant que mon standby, j'ai la possibilité de bosser sur mon standby qui est en V1. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va on va redémarrer finalement le standby. Le code est déjà présent. On va le rebooter et le basculer en V2. Le nouveau standby redémarre et le cluster va remonter. Donc là, j'ai bien une situation normale d'un point de vue contrôleur. J'ai mes deux contrôleurs qui sont dans un cluster avec la même release. Donc tout est en mode cible finalement. J'ai bien atteint ma cible sur les contrôleurs. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais m'intéresser à mes AP parce qu'il faut toujours que mes AP tournent
la même version que mon contrôleur. Ah bah là, en fait, tout simplement, on va utiliser Rolling AP Upgrade. Donc, exactement le même système. On va utiliser les messages de voisinage. Par rapport à un pourcentage que vous allez configurer, on va définir le nombre de cycles. Et par cycle, on va aller redémarrer les AP pour les faire basculer sur, alors c'est pas un redémarrage complet, hein, c'est un reset, mais on va les faire basculer les AP par cycle, petit à petit, sur la version 2 du firmware. Et ainsi, j'ai pu faire ma mise à jour. Donc la conjonction de la mise à jour et du support finalement de différentes versions sur mon cluster, plus le Rolling AP Upgrade, me permet de faire un process de mise à jour complet avec le moins d'interruptions possible. Là, on est vraiment en mode hitless. Bon, si vous n'avez qu'une seule AP sur un site, à un moment donné, effectivement, l'AP va devoir booter sur le firmware. Donc, s'il n'y a qu'une seule AP, vous êtes impactant. Mais si vous avez un design qui est correct, à ce moment-là, les utilisateurs ne verront pas l'impact de cette mise à jour. Donc, on introduit pour la première fois, et c'était vraiment demandé, le process ISSU qu'on a l'habitude d'avoir dans la gamme Catalyst Switching. Mais on ne s'est pas arrêté là. Comme on hérite d'iOS XE sur le 9008, on va hériter aussi de ses bénéfices, de sa nouvelle architecture software. Et donc, sur un contrôleur 9008, eh ben, on va pouvoir patcher le code du contrôleur, un SMU, hein, le même terme que sur ce qu'on a sur des switches. Vous avez deux types de SMU, de patch. Un qui est hot, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre à jour un bout de code pour fixer un bug ou une faille de sécurité et on le fera à chaud. Il n'y a pas d'impact, pas besoin de reboot. Et on a du cold patch, où là, le patch est plus intrusif dans le contrôleur et on a nécessité à rebooter le contrôleur. Quand vous êtes en N+1, il y a un reboot à faire, donc on va bénéficier du Rolling AP Upgrade. Quand vous êtes en SSO, là, on va mettre en place, on va regarder avec ISSU comment on peut faire pour diminuer l'impact, voire ne pas avoir d'impact sur le patch du code du contrôleur. Mais comme iOS XE tourne aussi sur les AP, on est capable de patcher un bug ou une faille de sécurité sur des AP. Donc, vous allez voir des patchs arriver sur certains types d'AP, par exemple, s'il y a un bug connu sur une AP 2008, à ce moment-là, on va sortir, ou sur une gamme Wave 2, hein, ça va dépendre des bugs, vous allez voir un patch arriver, vous demandez au contrôleur de distribuer ce patch et ce patch sera distribué sur toutes les AP qui sont concernées par le bug. Et en termes de granularité, donc on va travailler par type d'AP et on peut même travailler par type d'AP et par site. Sur les 9008, on a introduit la notion de site tag, donc de découper votre configuration par site et du coup, vous allez pouvoir orchestrer la mise à jour des AP par site. Alors bien évidemment, si on a besoin de rebooter, on reboot l'AP, donc il faut faire un reset et il y aura un impact potentiel sur la couverture. Et dernière fonctionnalité, extrêmement attendue celle-ci, c'est la possibilité sur un 9008 de pouvoir mettre un device pack. Donc là, l'idée, c'est vous avez une release, vous avez validé une release sur le 9008 et nous sortons des nouvelles AP. Une nouvelle génération 11AX, etc., etc. Et vous voulez rester en fait sur votre version standardisée, celle que vous avez validée, mais pour un nouveau déploiement, vous voulez bénéficier des nouvelles AP. Eh ce qu'on a fait pour la 9120 et la 9130, c'est développer un device pack qu'on insère dans le code du contrôleur pour que le contrôleur puisse enregistrer ces nouvelles AP. Donc typiquement, la 9130, quand elle est sortie, on a sorti un device pack pour que les releases actuelles puissent onboarder finalement ces 9130 sans avoir à faire une mise à jour majeure. Donc assez intéressant. Ça ne veut pas dire que vous bénéficierez des nouvelles fonctionnalités, ça c'est le code du contrôleur qui va apporter les nouvelles fonctionnalités, mais au moins vous pouvez onboarder du nouvel hardware, des nouvelles AP sans avoir à basculer sur une nouvelle release. Donc c'était très demandé. Et donc on voit que d'un point de vue software, l'héritage d'iOS ici nous permet dans les opérations une granularité qui est beaucoup plus forte que ce qu'on avait l'habitude d'avoir sur ROS. Maintenant, on va partir sur la sécurité. Bon, quelques points, en fait, c'est plus des reminders par rapport à ce qu'on a pu voir dans les précédents DNAD. La sécurité est au cœur de tout développement chez Cisco. Pour le matériel hardware, on a un programme qui s'appelle le Trustworthy System. J'en avais parlé dans le DNAD Automation. On a 3 piliers sur notre principe de sécurité. Il faut qu'on sécurise la boîte.
Donc, on chiffre les mémoires, on a des identifications qui sont faites sur chaque pièce hardware, jusqu'au ventilo, hein, il y a un identifiant embarqué dedans, et on va vérifier l'authenticité du code qui va tourner sur ce hardware, donc notamment iOS XE, l'Aromon et tous les packages d'iOS XE. Donc, on va sécuriser la boîte. D'ailleurs, on protège les CPU sur des attaques, etc. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. On va sécuriser les communications. Ça peut passer par le chiffrement, ça peut passer par la traçabilité, hein, sur toute la gamme, la gamme Catalyst, au sens maintenant très large du terme. Vous avez Flexible NetFlow disponible, et donc on est capable de voir paquet par paquet ce que chacun est en train de faire sur le réseau. Vous l'envoyez ça à un collecteur, vous faites une traçabilité complète, et du coup vous avez ce que vous voyez, vous avez le contrôle dessus, et c'est là où potentiellement la microsegmentation peut intervenir. Donc on sécurise les communications, et spécificité d'iOS XE, on a la possibilité d'embarquer des containers sur les switches et sur les contrôleurs Wi-Fi. Donc, si vous avez envie de mettre un hyperv sur un site distant pour tester votre lien WAN ou un outil d'analyse de trafic ou quoi que ce soit, enfin, vous avez votre bout de code. C'est un software qui tourne dans un container. Il n'y a pas forcément un code Cisco. Vous faites ce que vous voulez. Vous allez pouvoir le placer sur une 8. Voir sur les AP d'ailleurs, parce que c'est de l'iOS XE, ou sur les contrôleurs, sur les switches, pardon. Et ben on a la capacité en fait on vous donne la capacité de signer vos propres applications pour éviter qu'il y ait un malin qui poste un bout de code, un container sans aucun intérêt sur le réseau. Faire du crypto mining sur tous les switches par exemple. Bon, on va pas aller très loin parce qu'on n'a pas de GPU sur les switches ni sur le 9008, mais voilà, l'idée c'est de contrôler aussi, d'avoir une stratégie de software, les containers qu'on va aller poster sur nos équipements. De la même manière, héritage de iOS XE, on vous a parlé de TA, qui est la capacité de faire de l'analyse de trafic chiffré. On chiffre de plus en plus les communications sur le réseau. Donc, il faut qu'on trouve un moyen de garder cette traçabilité, de garder la main, en fait, finalement, le contrôle de ce qui circule sur le réseau. Et plutôt que d'ouvrir, on va faire de l'analyse comportementale. On va regarder l'initialisation du trafic chiffré, on va compter les paquets. Enfin, il y a pas mal de choses qui vont être faites. Les Catalyst 9000 Switch le supportent, le 9008 le supporte également. Donc, vous aurez un contrôle absolu sur l'intégralité du réseau de tout ce qui est envoyé, notamment grâce à NetFlow et grâce à cette fonctionnalité spécifique qu'on appelle ETR. SDA, là c'est très spécifique. Alors bien évidemment, quand on a pensé le 9008, on a pensé également à SDA. Ça ne veut pas dire que le 9008 ne sert que pour SDA, mais la grande force du 9008, c'est que du coup, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir l'instancier soit en VM, soit directement dans un switch, ou soit sur un modèle d'appliance. Donc on va répondre à toutes les topologies de sites, du plus petit au plus grand, sans problème. Et le 9008, par sa flexibilité du portfolio, va permettre justement de pouvoir déployer cette stratégie SDA en multisite sans aucun problème. Et apporter du coup la microsegmentation et tout ce qu'on a pu voir présenté par Jérôme dans le DNAD sur SD Access. Voilà, donc en résumé, après on a bien évidemment des choses qui sont spécifiques sur le Wi-Fi. Alors le WPA3, il y a eu beaucoup de buzz à la sortie du WPA3, bien évidemment on le supporte. On a bien évidemment de la détection des APROG, on met en place des systèmes de plus en plus intelligents sur du wireless IPS. On a bien évidemment l'intégration complète des fonctionnalités de microsegmentation. En fait, on a la possibilité de faire la même chose entre le switching et le wireless avec l'ISE. Donc, notamment le support des SGT, cette microsegmentation, rendre complètement dynamiques les policies qu'on va imposer sur le réseau. Le 9008 fait partie de l'architecture campus et donc il supporte comme le même niveau fonctionnel les principes de sécurité qu'on va pouvoir implémenter. Et on va retrouver après des choses aussi spécifiques sur le Wi-Fi. Typiquement IPSK qui permet de diffuser un seul et unique SSID en pre-shared key et pourtant configurer différentes pre-shared keys sur les clients pour donner une autorisation différente sur ces clients. D'ailleurs, on a été un peu plus loin d'ailleurs sur ce principe de Identity Pre-shared Key, puisqu'au sein même d'un groupe, on est capable d'autoriser la communication des devices dans un même groupe IPSK et d'interdire les communications vers un autre groupe. Donc, on a encore plus de flexibilité et de segmentation à l'intérieur.
Et vous allez voir, on va parler de plus en plus de segmentation à l'intérieur d'un SSID. Donc là, on est toujours sur la bordure Wi-Fi. La capacité, par exemple, pour les universités ou sur de l'hôtelier, par exemple, sur un SSID donné, par exemple le guest, qu'une personne puisse donc s'enregistrer pour se connecter au Wi-Fi et puisse enregistrer d'autres devices pour faire en sorte que cet utilisateur-là puisse faire communiquer ces devices entre eux via le Wi-Fi, mais que personne d'autre puisse communiquer avec ces devices sur le même SSID. Donc, un niveau de segmentation encore supplémentaire et je pense qu'on aura le temps à la prochaine fiscale de pouvoir discuter de tout ça après les vacances. La partie ouverture, c'est en fait finalement, alors j'ai hésité, flexibilité, ouverture, c'est toutes les capacités qu'on a à automatiser des choses, à faire communiquer des applications avec le 9008. Et j'ai voulu tout de suite mettre un exemple pour ceux qui connaissent bien les switches Cisco. Vous devez connaître une fonctionnalité qui s'appelle EEM, qui a rien de nouveau. Je pense que ça fait, que je pense pas trop avancer en disant que ça fait au moins 10 ans que cette fonctionnalité-là existe, qui est une capacité d'exécuter une action par rapport à un événement donné. C'est un watchdog. Et si on a une interface qui flap, des drops sur une interface, ça peut être l'heure, ça peut être n'importe quel événement, un syslog qui est généré sur le switch, on est capable d'exécuter quelque chose. Assez pratique, très utile. Par exemple, le TAC, si vous avez un routeur qui, de manière aléatoire, a des pics de CPU, plutôt que de passer la nuit devant la console à espérer d'avoir un pic de CPU pour prendre des traces, vous scriptez en disant, s'il y a un pic de CPU, on fait toute une rafale de show commandes. Les résultats, on les met dans un fichier ou on les envoie par mail. Ce qui fait que vous pouvez tranquillement dormir, le script va tourner et le matin, vous venez, vous regardez quand il y a le pic de CPU et vous avez la photo de tout l'environnement, en fait, les show commandes que vous avez exécutées pendant ce pic de CPU. On l'a maintenant sur le 9008 puisque c'est un iOS XE. Et donc, vous avez quelques exemples sur la gauche. Un EEM, c'est très très simple à mettre en place. Vous dites le déclencheur, ça peut être un syslog, ça peut être l'heure par exemple. Et après, vous pouvez par exemple exécuter toute une liste de commandes CLI. Donc, même pas besoin d'être un pro du développement comme moi par exemple. J'ai un peu du mal à faire des choses. Là, en fait, j'utilise beaucoup EM pour pas mal de scénarios, puisque finalement, je vais faire des shots sur des interfaces ou des show commandes, ce genre de choses. Comme on est sur iOS XE, on a la capacité maintenant de développer et de faire tourner des scripts Python. Donc ça, c'est spécifique à iOS XE. Sur le 9008, et comme sur les switches, vous pouvez utiliser EM et plutôt que de lancer une simple rafale de lignes de commande, donc je suis en train de bosser dessus, sur Python justement, avec ma grande âme de développeur, vous allez pouvoir dire s'il y a tel événement, à ce moment-là, j'ai un script Python et on va utiliser les API de iOS pour aller faire des show commandes, bien sûr, mais pouvoir exécuter d'autres actions qui sont plus complexes que ce qu'on pourrait faire avec simplement des CLI. Et justement, Federico, qui a présenté plusieurs DNAD, notamment le premier et celui juste avant le mien, a développé un script intéressant sur EM qui est un mode de backup en disant finalement j'ai un SSID en 802.x et si mon radius n'est plus joignable, donc si je ne peux plus assurer l'authentification sur mon SSID, donc on le moniteur via iOS XE, la disponibilité du radius, on a plein de fonctionnalités derrière, de critical VLAN, etc. On va enclencher un script EM qui va faire un shutdown de ce SSID 802.x et on va en allumer un autre qui est en pressure key qui sera dans un mode service minimum, un peu le critical VLAN du Wi-Fi. Donc, ce qui permet, si vous avez plus, si sur un site distant vous avez perdu l'accès au radius, plutôt que d'avoir toute une rafale d'échecs d'authentification, des clients qui vont se retrouver blacklistés, etc. Finalement, en fait, on va complètement couper le Wi-Fi, on va mettre un SSID, coupler le SSID, on va en créer un autre, on va allumer un autre, service minimum par exemple, et en pressure key qui sera préconfiguré par exemple, et sur les devices auront un moyen de pouvoir avoir un minimum de connectivité sur le réseau. Il y a d'autres choses qu'on peut faire avec les scripts sur le 9008. Quand vous êtes sur un cluster SSO et que vous utilisez, on a la possibilité maintenant de faire plusieurs lags sur les interfaces du contrôleur.
vous allez pouvoir monitorer des objets particuliers et si vous perdez la disponibilité d'un objet, d'une ressource particulière, enclencher un switchover par exemple. Enfin, voilà, les possibilités sont assez incroyables sur cette fonctionnalité de M. L'autre ouverture, l'autre aspect de l'ouverture, donc là j'étais un peu dans l'automatisation, maintenant on va revenir un peu sur l'ouverture. On a parlé quand même pas mal des data centers durant tous ces DNAD. Pour l'automatisation, faire du plug and play, de mettre à jour les switches, de faire du RMA. Enfin, on a vu déployer une politique de QoS de bout en bout. La partie policy, faire de la micro-segmentation, la partie policy d'automatisation et de policy de data center. On a aussi passé un peu de temps sur la partie analytics avec Assurance pour aider au troubleshoot. Tout ça, en fait, on le fait avec le 9008 parce qu'on a de la télémétrie et on récupère énormément d'infos et on a la capacité de le traiter via des mécanismes assez complexes comme le machine learning. Derrière tout ça, il y a des communications, il y a des interfaces, il y a des protocoles et ces protocoles sont ouverts. Donc, vous pouvez utiliser vos propres outils d'administration pour gérer le 9008. Et quand je dis gérer le 9008, c'est aller pousser de la configuration et récupérer des états, des statuts, des statistiques, le nombre de clients par exemple, le dispatch entre les clients en 2.4 et le 5 gigas, etc., etc. Et donc on va se baser bien évidemment sur des protocoles standards et sur des manières de programmer qui sont également standards. Donc vous pouvez utiliser vos propres outils, vous pouvez développer vos propres outils. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et l'étape en plus, c'est que comme on a le support des containers, vous pouvez même développer votre propre appli, la pousser dans votre boîte, le 9008 ou dans vos switches, pour que ça se traite en local. C'est du standard derrière. Alors pour la programmabilité, typiquement, vous avez différents choix pour aller taper un switch ou le 9008. Alors vous avez le sacro-saint SNMP bien sûr, mais là on va passer dans l'étape supérieure. À aujourd'hui, en fait, sur toute la gamme Catalyst 9000, on supporte la communication vers l'équipement via NetConf, qui est complètement supporté. Ce qui est disponible également dans iOS XE, c'est RESTconf, JNMI pardon, et gRPC, les deux derniers étant co-développé, inventé par Google pour la télémétrie, mais je vais revenir dans le slide après, et pour la configuration, pour aller pousser de la configuration. Donc, on supporte on a tous ces protocoles-là. Dans les releases prochaines, on aura le full support des protocoles RESTconf, JNMI et gRPC. C'est le support du TAC. Quand je dis support, c'est que le TAC puisse vous aider si à un moment donné, vous avez un problème dans la communication avec votre appli et le device. Aujourd'hui, on est assez focalisé sur NetConf. D'ailleurs, DNA Center discute avec le 9008 en NetConf. Et derrière, on a les data models et j'ai un slide sur les data models, j'y reviendrai. Mais en tout cas, on est sur un modèle standard sur la communication entre votre application et l'équipement réseau, et en l'occurrence ici, le 9008. Donc ça, c'est pour pousser. Je reviens sur l'explication du premier DNAD. On va être dans pousser de la configuration dans une courbe descendante entre votre application vers le réseau, pousser vos policies. Et une fois que vous avez poussé vos policies, il faut s'assurer que ça fonctionne bien. Et donc, il y a de la télémétrie à mettre en œuvre dans le sens réseau vers application, notamment pour assurance, pour vous aider au troubleshooting, mais pour votre NOC à développer, enrichir votre NOC avec des nouveaux graphes qui se font en live. C'est-à-dire que plutôt que d'utiliser SNMP et d'avoir un statut périodique, on va aller chercher toutes les 10 minutes, toutes les 30 minutes des informations. Mais là, on va pouvoir ouvrir un flux de télémétrie. Donc, c'est un flux continu qui peut s'activer sur une période donnée, qui peut s'activer sur un événement particulier. Mais vous envoyez tout ça toujours en netconf. Et moi, j'ai joué très récemment sur JNMI. Vous allez pouvoir envoyer les flux vers un grapheur, par exemple. Vous envoyez le trafic sur une application, vous modélisez, vous traitez la donnée et vous donnez après, vous exposez cette donnée par exemple à Grafana pour avoir des beaux graphes sur votre NOC avec des informations qui sont quasi temps réel. On parle de Grafana ici parce qu'on l'utilise énormément à Cisco Live. Vous avez Kibana, vous avez bien sûr toute une pléiade de grapheurs et de bases de données. Et donc pour tout ça, donc on a vu surtout le transport, comment je fais communiquer en fait mes applications vers les boîtes et inversement de la boîte vers mes applications. Maintenant il y a la data et la data aussi est modélisée et elle est standardisée sur un modèle Young.
Vous avez à disposition dans GitHub tous les modèles Yang qui sont supportés sur iOS XE, et donc pour notamment la gamme Catalyst et la gamme de routeurs, pour NXOS, toute notre gamme côté data center, et iOS XR pour toutes les plateformes qu'on va retrouver sur des gros MAN opérateurs ou sur des gros WAN, ICR 9000, etc., etc. Donc, les data models sont ouverts. On supporte les data models d'OpenConfig, I3E, IETF, et nous avons aussi nos propres data models pour certaines fonctionnalités qui sont spécifiques à nos plateformes, des fonctionnalités qui n'existeraient pas ailleurs. On a aussi du coup développé les data models pour ça. Donc, vous avez la structure de données. On a modélisé ce qu'est une interface, un statut d'une interface, des compteurs de trafic, etc. Tout est modélisé sur les modèles Yang. Tout est documenté, disponible sur GitHub, c'est ouvert à tous, il n'y a aucun blocage là-dessus. Et après, vous choisissez votre modèle de transport pour faire communiquer votre application avec le switch. Si vous êtes intéressé par ça et vous êtes comme moi, c'est-à-dire un newbie sur la programmation, vous avez un portail qui s'appelle le DevNet, vous avez des cours qui vous apprend, et ça marche puisque j'ai réussi à faire mes scripts Python, qui vous apprend à faire du Python et à commencer à travailler sur ces API pour faire des choses sur les Python. Par petits modules, très très intéressant. Et après, vous avez toute la doc également pour exposer tout ce qu'on est capable de faire. Maintenant, on va travailler sur la migration. Donc, vous êtes convaincu par le 9008, vous voulez insérer le 9008 de votre infrastructure. Comment on fait? Nouvel environnement, nouvelle plateforme, en plus une plateforme récente. Vous allez voir, je vais utiliser, en fait, plutôt que donner toutes les options qu'on est capable de faire, parce que sincèrement, j'avais commencé à regarder, on peut avoir énormément de chemins différents pour arriver à cette migration. Ce que j'ai essayé de faire, c'est prendre un schéma, plutôt un scénario qui n'est pas le plus favorable, mais qui va me permettre en fait de vous montrer certains points qui sont clés dans la migration et qui vont servir de levier pour simplifier la bascule d'un monde ROS vers un monde 9008 iOS XE. Alors, le scénario est le suivant. J'ai une architecture, bon, j'ai voulu simplifier, donc j'ai une architecture, j'ai des 5508 qui gèrent des AP, donc un 5508 en 8.3, qui est déjà end of life, avec des AP, donc 11N, AC Wave 1, Wave 2, je veux insérer du 11AX sur mon réseau. Donc, j'ai un mix entre des AP end of life, des AP end of sales, et mon contrôleur qui est 5508, qui a déjà bien entamé dans son end of life. Il y a 2 générations d'écart avec le 9008. Et je veux insérer du 11AX. Donc, mon déclencheur, c'est même pas forcément d'avoir un 9008. Là, mon déclencheur, c'est j'ai un nouvel investissement sur le Wi-Fi, donc autant prendre la dernière technologie pour des raisons de pérennité d'investissement. Et donc, je veux du 11AX, des catalystes 9120 ou 9130 par exemple. Et je vais voir que finalement, le 9008 va arriver très vite dans la discussion. Donc, mon objectif, il est là. Et j'ai surtout un point important dans ce scénario, c'est que cette opération ne va pas se faire en one shot. Je serais incapable de faire ça en one shot. Donc, à un moment donné, je vais avoir une coexistence entre mon monde 11AX, et donc derrière, on va insérer le 9008, et mon monde legacy, le réseau que j'ai déjà aujourd'hui. Et je veux un roaming entre les deux, je vais être le moins impactant possible. Ça va être la clé du travail qui va être à faire sur la migration. Alors, ce que j'aborde pas d'ailleurs dans ce scénario, c'est que j'utilise Prime aujourd'hui. Je suis très intéressé par DNA Center. J'ai besoin de tooling sur le Wi-Fi pour mon NOC, pour améliorer la satisfaction de mes utilisateurs, pour améliorer mes process. Je veux l'intégrer avec ServiceNow dans mes outils de ticketing, etc. Donc, j'ai besoin de DNA Center. Ce que j'adresse pas là, c'est la capacité qu'on a de prendre des informations de Prime pour les injecter dans DNA Center. Et pour tous ceux qui ont fait du Wi-Fi, qui connaissent la joie de faire de la cartographie, rassurez-vous, on est capable de prendre la carto de Prime pour l'insérer dans DNA Center. Mais je ne l'aborde pas là-dedans, donc je l'évoque tout de suite. Si je fais le statut de mon scénario, et pourquoi j'ai choisi ce scénario-là? Puisque on a déjà des contrôleurs qui sont assez vieux, 5508, qui sont qui sont dans le process end of save, je crois même qu'ils sont end of life. Donc, dernière release supportée sur le 5508, c'est la 8.5. Donc, on ne peut pas connecter des AP 11AX sur ces contrôleurs-là.
De la même manière, on ne supporte pas assurance. DNA Center n'arrivera pas à discuter avec un 5508. On a besoin de télémétrie, on a besoin de sécuriser la télémétrie. Ce sont des fonctionnalités qui ne sont pas dispo dans le 5508. Et à l'inverse, je vais avoir besoin de mettre le 9008 du coup pour faire atterrir mes AP 11AX. Mais le 9008 n'arrivera pas à prendre en charge mes AP 11N parce qu'elles sont end of life depuis pas mal de temps. Et donc, en tout cas, elles ont été déjà end of life avant même que le 9008 sorte. Donc, on n'a pas intégré le support des AP 2006, par exemple, sur le 9008. Le support du 9008, c'est Wave 1, Wave 2 et donc maintenant 11AX. Donc, je vais avoir un peu de boulot pour insérer ces nouveaux environnements, ce Catalyst 9008, pour être capable d'intégrer mes nouvelles AP. Et comme bon, il y a du boulot, il y a plusieurs sites, et tout se fait pas en un jour, on ne peut pas tout, en fait, on doit faire une migration complète. Et il va falloir que je pense à cette coexistence. Donc, la coexistence, elle commence par l'ARF déjà, ça c'est un point important. Voilà, je vous laisse ce tableau. On a essayé de faire un peu un chemin de migration, une correspondance entre des AP Wave 2 et les AP 11AX. Bon, ça se discute entre nous. Au travers d'un workshop, par exemple, on peut discuter de la meilleure AP en fonction de vos besoins. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que depuis le 11N, et je crois même avant, en fait, on utilise les mêmes brackets, donc les mêmes kits d'installation, de fixation des AP. Donc, vous pouvez ranger la perceuse, tout va bien de ce côté-là. Au niveau du PoE, puisqu'on amène quand même des bornes, on va insérer des bornes qui envoient des débits assez hallucinants et beaucoup de nouvelles fonctionnalités, notamment l'insertion de la 3e radio pour optimiser RRM, la géolocalisation, la sécurisation, pour apporter des informations supplémentaires à Assurance. 3e radio pour ça. On a une radio en plus IoT qui est embarquée dans les 9120 et 9130. Ça consomme tout ça. Et potentiellement, dans ma phase de migration, vu que mon système d'investissement il est désynchronisé entre LAN et le Wi-Fi, si je mets à jour le Wi-Fi, la partie Wi-Fi, mais que mon LAN ne suit pas, je pourrais arriver à un point de blocage. Les 91, les AP Catalyst 9000 supportent le PoE. Pour ce faire, on va réduire les capacités des AP, mais on le fait. Donc, ma préconisation, bien évidemment, c'est pas de rester ad vitam aeternam sur du PoE. Il faut allumer les AP avec du PoE+, pour bénéficier du maximum de fonctionnalités. Idéalement, pour les 9130, il faut l'alimenter en UPoE. Mais en fait, pour l'instant, ce que vous regardez, c'est juste le port USB. D'accord? Donc ça se discute aussi. Mais voilà, si vous avez un site à migrer, que la migration des switches se passera dans un second temps et plus tard, vous pouvez quand même déployer vos Catalyst 9000 en AP, les alimenter dans un mode un peu dégradé et après vous occuper de la partie switching. PoE+, c'est ce qu'on a mis en better, 1 giga et PoE+, donc ça, vous arrivez à un mode normal. Moi, ce que je vous conseille très sincèrement, c'est de commencer à regarder le mGig. Donc, ces interfaces qui vont pouvoir fournir un débit supérieur à 1 giga. Pas forcément sur 48 ports, pas forcément sur les 24 ports. Il y a des use cases qui ont besoin de ces 24 ports en 10 gigas. Quand vous avez de la R&D avec des PC qui sont très consommateurs, par exemple, dessus, on a besoin de ces 24 ports. Mais au moins, on a une gamme sur mGig qui est suffisamment large maintenant dans notre gamme switching Catalyst pour commencer à introduire mGig et, par exemple, fournir un switch qui a 8 ports mGig et sur lequel vous allez pouvoir brancher vos AP. Je vous dis ça parce que on a l'habitude de voir une augmentation des débits sur SysConnect qui est assez linéaire d'année en année. Et entre l'année dernière et cette année, grosso modo, le débit a fait x2. On a inséré des AP 11AX. On a à peu près 10% déjà des clients qui sont en 11AX. Alors, ça n'explique pas tout. Mais par contre, ce qu'on a clairement vu, c'est une augmentation des débits en x2. Donc, il y a une croissance assez forte et il faut se prémunir de ça. Le 11AX apporte des débits extrêmement importants. Il faut juste s'assurer que le backhaul suive. Mettez des ports mGig. Intéressez-vous aux interfaces 25 Go. C'est les mêmes contraintes de câblage que le 10 Go. Voilà. Il faut prévoir aussi cette partie-là. Le Wi-Fi se repose sur le LAN pour la performance. Maintenant, on se pose la question de est-ce que j'ai besoin d'un site survey. Enfin, je travaille toujours sur l'ARF. Je n'ai toujours pas regardé le 9008. Alors moi, ma réponse automatique, c'est oui. Le site survey est intéressant parce que ça permet de se rappeler du design qu'on a fait.
Ça permet potentiellement de voir un delta entre ce qu'on a déployé il y a 5 ans ou 7 ans et maintenant. Par exemple, un décorateur qui aurait mis des suspensions métalliques au plafond, c'est une histoire vraie. Bon, pour le Wi-Fi, c'est pas forcément ce qu'il y a de meilleur. Et sans faire de site survey, sans vous balader, et avec des relevés, des métriques, bah, vous verrez pas ces choses-là. Donc, c'est toujours bon de faire des site surveys. Mais techniquement parlant, si vous n'avez pas de changement de prérequis dans les usages, dans les performances, dans la densité, si finalement voilà, rien ne va changer, vous pouvez faire un remplacement 1 pour 1. Nos AP sont faites pour que la diffusion du 2 Go 4 et du 5 Go soit quasiment similaire. Donc, j'allais dire, c'est pas obligatoire, mais ça fait toujours du bien de faire ça. Et si vous ne le faites pas avant le déploiement, potentiellement, vous pourrez faire un post-site survey pour vous assurer que ce qui était attendu est bien au rendez-vous. Dans la migration des AP, surtout, hein, c'est évident, mais ne remplacez pas les AP, enfin ne faites pas un panaché de technologie sur votre couverture. Donc le mode Salt and Pepper, ça va être une catastrophe. Les clients ne vont rien comprendre. Les clients Wi-Fi vont voir un même endroit du 11AX et du 11N et on va fausser leurs décisions et on risque de polariser même des clients, les coller sur des AP. Donc ne faites pas du panachage. On va travailler plutôt dans des zones logiques. Dans un domaine de roaming, c'est même d'ailleurs plus que ça, ça va être un domaine même physique, on va travailler par étage, par building pour faire cette migration-là. Ce qui fait que, à un moment donné, dans les opérations, on va se retrouver avec une couverture qui va vivre avec du 11AX, qui va vivre de l'autre côté avec des AP par exemple 11N, et qui vont être contrôlés par 2 contrôleurs différents, le 5508 et le 9008. Qui ont 2 générations d'écart. Hein. J'ai pris volontairement le 5508, 2 générations d'écart entre les deux. Et dans mes prérequis de migration, j'ai exigé d'avoir du roaming, d'avoir quelque chose de seamless. Mais avant même de réfléchir au roaming, je vais avoir un autre souci, c'est que il ne faut pas que ces AP-là se voient comme des AP ROG. Il faut que mon domaine RF soit cohérent et que je n'ai pas une guerre de tranchées entre le monde gris et le monde bleu. Il faut une cohérence d'ensemble, il faut que RRM bosse sur l'ensemble. Et donc pour faire ça, on a besoin que les 2 contrôleurs soient dans le même RF group pour partager les informations, qu'on élise un RF leader et qu'on puisse prendre une décision de couverture globale, définir une architecture globale. Et après pour le roaming, je vais devoir définir un mobility group entre les 2 contrôleurs pour assumer le roaming. Donc je vais vous montrer comment on fait ça, parce qu'on a la capacité de le faire, même si on travaille sur un 5508. Et juste avant, je vais passer un petit peu de temps sur l'aspect contrôleur. Donc là, on rentre dans la phase de migration où je vais me focaliser sur le contrôleur. J'ai vu qu'au niveau des AP, j'ai les mêmes brackets. Au niveau du survey, je suis bon. J'ai défini les endroits que je vais migrer par zone logique. Donc, a priori, tout va bien à ce niveau-là. Mes switches sont OK. Qu'est-ce qui se passe au niveau du contrôleur? La première question, c'est quel est le type de contrôleur que je vais utiliser? Bon, vous avez des exemples ici, encore une fois, rien de voir un bon workshop pour discuter du choix le plus intéressant pour le type de déploiement. Maintenant, on va arriver à la configuration. On a introduit dans le 9008 beaucoup plus de granularité dans la configuration avec l'insertion de ce qu'on appelle des tags, notamment des policy tags, comment je vais gérer ma QoS, etc. sur mes SSID, la sécurité aussi. J'ai des side tags qui vont définir les AP sur un site, par exemple. Donc voilà, j'ai différents tags et en fait, je vais pouvoir jouer avec l'imbrication de ces différents tags pour être le plus granulaire possible dans ma config. Chose qu'on n'a pas sur ROS. On a des AP group, on a les Flex Connect group, on n'a pas cette notion de tag. Donc, nouvel environnement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un outil, le Migration Tool, qui est un outil du TAC, qui permet de prendre la config de ROS, vous l'insérez dans le tool, et le résultat, c'est une traduction de cette config, et vous aurez également tout ce qui n'a pas pu être traduit, donc ce qui est supporté par le 9008, mais qui n'a pas pu être traduit par le tool, puisque la config est trop différente entre les deux contrôleurs. Tout ce qui n'est pas supporté par le 9008 ou toutes les fonctionnalités qui ne sont plus du tout supportées puisque dépréciées. Alors, pour moi, cet outil-là est un outil de validation. Dans un mode projet, ça vous permet de préparer la migration en se disant, au niveau de ma config et de ce que je fais sur mon 5508,
Bah, voilà, j'ai peut-être ces fonctionnalités-là qui ne sont pas supportées. Et pour le reste, ça permet de valider que le reste est bien supporté. C'est pas ce que j'utiliserais, enfin, dans mon process de migration, très sincèrement, je ne vais pas faire un copier-coller du résultat, le mettre dans un 9008 et attendre que ça se passe. Parce que comme on a un nouvel environnement de configuration, euh, idéalement, télécharger le 9008 en VM, commencer à jouer avec, commencer à appréhender cette notion de tag, ça va très vite à apprendre et c'est très intéressant. Donc, vous pouvez cleaner la config, mieux l'organiser, la rendre plus logique, parce que maintenant, on a plus d'éléments avec ces tags. Appropriez-vous cet environnement de configuration et utilisez juste ce tool-là comme validation dans le process de migration en disant « Ok, j'ai vu ce qui était supporté, c'est la très très grande majorité des fonctionnalités. J'ai peut-être un ou deux trucs qui ne sont pas supportés, donc ça, je le mets dans mon cahier de progression sur la migration. Je me forme sur le 9008 et vous avez des wizards, hein, il y a vraiment des trucs bien faits sur le 9008 pour notamment l'Advance Wizard qui est super bien fait, qui vous montre vraiment la logique de configuration. Vous faites la main, vous organisez vos tags avec le naming, etc. Et après, vous déroulez le déploiement. Voilà, donc ce tool-là, plus en outil de validation. Donc là, maintenant, on va rentrer dans le dur au niveau des contrôleurs. On a vu les AP, on a vu les switches, on a fait le choix du hardware. Maintenant, il va falloir commencer à assurer notamment cette coexistence de deux mondes pour l'ARF et pour le roaming. Et donc, la très, très bonne nouvelle, c'est qu'on a on a plusieurs releases, mais on a intégré une release qui est la 8.5.164, qui est une release qui permet de faire un mobility group et qui permet d'échanger les infos RF entre un contrôleur ROS et un 9008. Et notamment, c'est cette release 8.5.164 qui est disponible sur cisco.com en téléchargement, qui est compatible sur le 5508. Donc, c'est ce pivot-là que je vais utiliser pour commencer à introduire le 9008 de la manière la plus transparente possible. Bien sûr, après, vous avez des releases plus récentes. On a introduit à partir de la 8.8, c'est ce qu'on appelle l'IRCM, donc c'est cette capacité de pouvoir monter le Mobility Group et le RF Group entre deux contrôleurs, XI et ROS. Donc finalement, dans mes étapes de migration, ce que je vais faire, c'est d'abord mettre à jour mes contrôleurs existants. Donc encore, j'en ai pas parlé, mais j'ai un encore en 5520 parce que j'ai dû l'intégrer plus tard, où j'avais la fin de support, ou enfin une fin de contrat de support ou ce genre de choses. J'ai mon 5508 qui gère les AP, et je les bascule en 8.5.164. Donc je prépare l'arrivée de mon 9008. Une fois que tout mon système ROS, le monde ROS a été mis à jour et prêt à discuter avec un 9008, je vais installer mon 9008 en VM ou en hardware. Et la première chose que je vais faire, c'est d'insérer ce 9008. Je vais déjà faire l'intégration IP, faire que le fait qu'il soit joignable avec les VLAN, les adresses IP, etc. Je vais l'intégrer aussi dans les systèmes de management, donc DNA Center, ça peut être Prime, ça peut être vos outils. Et je vais créer mon Mobility Group. Donc, même si pour l'instant, mon 9008 ne gère aucune AP, il est dans le Mobility Group. Je m'assure bien que le peering se fasse bien, que tout soit OK. J'en profite également pour configurer l'ancrage entre mon 9008 et le 5520, qui se trouve dans une DMZ. Donc, je fais monter le tunnel, je vérifie que tout se passe bien. Je peux ajouter une ou deux AP pour valider qu'au niveau trafic, tout se passe bien également. Faire un SSID test sur une ou deux AP. Mais là, en fait, j'ai inséré mon 9008, je l'ai rendu fonctionnel, j'ai préparé ma capacité à pouvoir faire du roaming, j'ai préparé la partie RF, le fait que RRM maintenant soit bien partagé, va partager les informations entre ces deux mondes, le 5508 et le 9008, et que, par exemple, pour mon SSID guest, je suis capable d'envoyer le trafic directement sur ma DMZ, sur mon encre. Et comme ça, là, je vais m'intéresser à mes SSID, à ma connectivité. Donc là, j'ai le temps de pouvoir bosser sur la configuration du service Wi-Fi que je vais offrir à mes utilisateurs. Alors, comment ça marche une fois que j'en suis à cette étape-là et que j'ai commencé à intégrer des nouvelles AP? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand je vais créer ce fameux Mobility Group entre un 5508 et un 9008, ce que je vais faire, en fait, c'est du roaming L3.
Donc, j'ai un utilisateur qui va se connecter, par exemple sur une 9120, donc géré par le 9008, parce que de toute façon, le 5508 est incapable de gérer une AP 11AX. Donc, je vais être dans le mode à gauche, là, mon client se connecte, et je vais commencer à envoyer du trafic. Donc, je me connecte au SSID et je suis envoyé sur VLAN 10. Le VLAN 10 est aussi disponible sur le 5508, mais vous allez voir ce qui va se passer. Donc, j'envoie du trafic, je récupère mon adresse IP, je suis sur mon VLAN 10, tout va bien. Et j'ai la bougeotte, je vais rentrer dans une surface de couverture qui est gérée par une AP11N, par exemple, avec mon 5508. Comme je suis au même Mobility Group, dans le même Mobility Group, en fait, ce que va faire le 5508, c'est qu'il va prendre le trafic, et pour éviter tout problème, on va réenvoyer le trafic sur le 9008 pour le faire sortir au même endroit. C'est exactement ce qu'on fait dans les roaming L3, c'est vieux comme le monde, enfin, c'est vraiment pas une nouvelle fonctionnalité sur nos contrôleurs Wi-Fi. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, en fait, le trafic d'un utilisateur donné sortira toujours de la même interface. Donc, si à un moment donné, vous avez des firewalls, je pense notamment aux firewalls parce que j'ai déjà eu le souci, il voit rien de changer. Il va pas se dire, mais tiens, pourquoi je vois ce trafic arriver sur une autre interface alors qu'avant il était là et potentiellement dropper le trafic et on n'avait pas prévu ça parce que c'était un projet Wi-Fi et on avait oublié de prévenir les gens du firewalling. Enfin, vous voyez la catastrophe que ça peut arriver, que ça peut provoquer. Bon, bah là, en fait, en faisant du L3 roaming, finalement, il ne va rien se passer. Qu'on soit sur un domaine 11AX ou sur un domaine, par exemple, 11N géré par 5508, tout sera complètement transparent d'un point de vue trafic en dehors du Wi-Fi. Alors, bien sûr, pour faire ça, il faut au minimum la 85164 sur votre contrôleur. Et donc, c'est celle-ci qu'on va utiliser sur le 5508. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'ai inséré mes AP11AX directement sur le 9008. Et j'ai expliqué le roaming tout à l'heure. Je vais pouvoir maintenant m'occuper de mes AP. J'ai un certain nombre d'AP qui sont compatibles avec le 9008, notamment les AP Wave 1 ou Wave 2. Donc, si j'ai ces types d'AP qui sont gérés sur le 5508, je vais pouvoir les basculer sur le 9008. Et pour ça, c'est assez simple. En fait, vous changez le primary controller et vous le forcez en fait sur le 9008. L'AP va faire tomber son tunnel CapWAP. Elle va ouvrir son tunnel CapWAP vers le 9008, ce qui va accepter. Il y aura une mise à jour. On va avoir un nouveau firmware parce qu'on rentre dans un monde iOS XE. Vous pouvez même garder le 5508 en backup. Mais attention, comme on revient sur ROS, la bascule de deux mondes implique une mise à jour. Donc, à un moment donné, il faudra tuer le 5508. Là, dans le schéma, j'ai qu'un seul 9008. Bien évidemment, là derrière, en fait, j'ai un cluster SSO de 9008, par exemple. Mais donc, je vais pouvoir comme ça basculer mes AP, en tout cas celles qui sont supportées, à les basculer complètement sur le 9008 pour bénéficier de la télémétrie, des fonctionnalités spécifiques au 9008, du patch, etc. Et d'avoir une meilleure visibilité sur la partie assurance, par exemple. Et donc, je vais me retrouver avec, et donc maintenant j'ai tout le temps de m'occuper de mes AP end of life et de commencer à les remplacer aussi par des 11AX. Et donc, je vais me retrouver à un instant T avec des AP, par exemple 3007, qui sont gérés par mon 9008, qui sont intégrés dans la cartographie, que je vais avoir dans DNA Center, par exemple. Et à un moment donné, je vais devoir les remplacer aussi, ces AP Web 1. Bon, j'en ai pas beaucoup parlé dans cette présentation, donc je le fais exprès de le placer là. Quand vous avez des remplacements à faire d'AP, utilisez DNA Center. Vous avez un système automatique qui permet de remplacer en un pour un vos AP vers d'autres types d'AP. Par exemple, les 3007 vers la 9130 dans l'exemple ici. S'assurer de la configuration, s'assurer que la cartographie est mise à jour avec les nouvelles AP. Vous allez retrouver les mêmes noms, etc. etc. Donc, c'est le Refresh Tool sur DNA Center qui va vous permettre de pouvoir faire ça le plus simplement possible et éviter de passer un temps fou sur la carto, puisque c'est finalement une des opérations les plus longues qu'on ait à faire. Et en conclusion, ce que j'ai voulu vous montrer dans cette présentation, je pourrais passer beaucoup plus de temps, c'est que le 9008, déjà par lui-même, est très intéressant dans son form factor. On ouvre de nouvelles perspectives dans les types de déploiements qu'on est capable de faire, à la fois par la virtualisation, à la fois par la possibilité de faire tourner ce code sur un switch ou sur une borne Wi-Fi. Alors, borne Wi-Fi, c'était pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est vraiment sur le switch. Pour l'instant, encore une fois, c'est dans un domaine SDA. On a énormément travaillé sur la haute disponibilité.
On a voulu passer l'étape de la haute disponibilité en cas d'un crash ou de la perte d'un lien et de travailler sur la haute disponibilité sur les opérations, qui est un point extrêmement important dans la vie d'un réseau. Et il fallait qu'on optimise cette partie-là. Les spécificités d'iOS XE et les nouvelles fonctionnalités permettent de pouvoir aborder ces opérations de mise à jour de manière beaucoup plus sereine. La sécurité, on en a parlé tout le long des DNAD. On a même fait une session spécifique la dernière fois. Mais finalement, c'est le message de fond sur l'ensemble de ces DNAD, la partie sécurité. Je suis allé assez vite finalement. Une des grandes forces aussi de ce nouvel operating system d'iOS XE, c'est sa programmabilité. Déjà par des fonctions, et j'ai présenté EM, des fonctions qui sont intérieures à l'iOS XE. EM avec la possibilité maintenant d'avoir un gay shell, de pouvoir faire du Python, d'importer des librairies et de faire des trucs. La possibilité de pousser des containers, donc d'enrichir nos équipements réseau avec des nouvelles applications pour des gateways. Je reparlerai d'un service après. Et aussi dans ces interfaces, dans les data models qui sont ouverts et dans les interfaces, les protocoles qui permettent d'aller taper les switches et les contrôleurs Wi-Fi, ça ouvre des perspectives qui sont extrêmement intéressantes. Et donc, si vous avez des développeurs, s'il y a des choses que vous voulez faire par vous-même, si vous avez déjà vos propres systèmes d'automation, vous pouvez insérer en fait toute cette gamme Catalyst 9000 dans ce programme. Donc, très, très intéressant. Et j'ai fini volontairement par la migration pour vous montrer qu'on a fait en sorte que même si vous avez une base installée qui est assez vieille, un 5508, encore une fois, c'est 2 générations différentes par rapport au 9008, on a des chemins de migration, à la fois dans les firmware et dans les protocoles qu'on va pouvoir mettre en place pour assurer du roaming, pour assurer une cohérence de couverture. On a cette capacité-là. On a des outils derrière, DNA Center, on l'a vu, a quelques outils pour vous aider également à la migration. Et on y arrivera étape par étape pour passer d'un monde ROS à un monde iOS XE. Et encore une fois, son form factor VM en machine virtuelle vous permet dès aujourd'hui, après le DNAD, de télécharger le 9008 et commencer à jouer avec. Donc voilà, ça c'était spécifiquement pour le 9008. On a fait finalement beaucoup de DNAD pendant le confinement et les compléments qu'on a ajoutés sur SD Access, sur la sécurité, comment migrer SD Access, sur la sécurité et maintenant sur comment passer d'un monde iOS XE même sur le Wi-Fi. Vous voyez bien qu'en fait, ce qu'on a voulu vous montrer, c'est une approche qui est globale. Et en fait, c'est ce que je disais en intro, il faut qu'on ait vraiment une approche globale, à la fois sur les services qu'on apporte sur le réseau et à la fois sur les opérations, dans l'automatisation, dans la télémétrie, dans la manière de comprendre le réseau, dans les policies qu'on va pousser, parce qu'on va devoir être de plus en plus dynamique dans les policies, et il faut que finalement toute l'architecture comprenne ce qu'on est en train de faire et sur un même langage. Donc, c'est le cœur de notre stratégie et c'est ce qu'on a voulu vous montrer au travers de tous ces DNAD. On a pendant 3 ans une stratégie, on continue une stratégie de développement extrêmement forte sur le hardware, sur les AP, sur les contrôleurs Wi-Fi, sur les switches. Ce qu'on n'a pas évoqué dans ce DNAD, et je pense que ce sera une opportunité pour après les vacances, on n'a pas parlé aussi des environnements hostiles, contraints, les environnements industriels, les environnements ATEX, les chaînes de prod, typiquement. On a des équipements qui tournent iOS, qui sont supervisables et gérables par DNA Center, mais qui supportent des fortes températures, qui supportent des chocs, qui supportent un niveau d'humidité de fou. On a même des équipements qu'on va pouvoir mettre dans l'eau. On a tout ce type d'équipement-là pour étendre le réseau. Et on en a finalement très peu parlé, même si on l'a évoqué quelques fois. Ça fait partie aussi de cette stratégie-là. Et de la même manière, après, on a un enrichissement de software pour spécifiquement répondre à des problématiques dans des chaînes de prod avec des protocoles qu'on ne connaît pas forcément dans le campus. Donc, une vraie stratégie hardware. On a développé très fortement, enrichi très fortement notre propre écosystème. Donc, on a inséré DNA Center dans l'histoire pour l'automatisation, l'assurance, pour déployer SDA. On a parlé un tout petit peu de DNA Space pour la géolocalisation, l'analytique sur le Wi-Fi. On a enrichi ISE. Enfin, voilà, on a tout un portfolio software qui s'est organisé autour de cette stratégie-là, mais pas que. On développe un écosystème. Derrière, j'ai parlé du développement des API. On a DevNet, on a une communauté de plus de 250 000 développeurs qui vont taper dans les API de nos boîtes, qui vont taper dans les API de nos softs pour enrichir, intégrer
intégrer les systèmes, ce qu'on est en train de faire dans un programme global, dans les systèmes ITSM de nos clients. Et on a aussi un écosystème qui nous est propre. On travaille énormément avec Apple, avec Samsung. On a parlé de ServiceNow, on a parlé d'Infoblox. La liste n'est pas exhaustive du tout. On pourrait citer Microsoft, on pourrait citer tant d'autres personnes. Voilà, on a vraiment une approche qui est extrêmement globale et durant tous ces DNAD, c'est ce qu'on a voulu vous montrer à la fois sur le hardware, sur les services, sur le software. Je vous remercie énormément. Je vais regarder les questions qu'il y a sur le WebEx. Je vous souhaite d'excellentes vacances. Portez-vous bien et rendez-vous donc à la rentrée pour la suite des événements. Merci beaucoup.